Salut à toi public, bienvenue dans cette vidéo sur la lecture optique des données. Donc le préalable, c'est d'avoir déjà visionné et d'être au point sur le phénomène d'interférence entre deux ondes. Et donc je t'invite à aller regarder la vidéo si c'est pas le cas dans les liens que je vais mettre en bas à gauche dans les commentaires. Voilà, c'est vraiment important, sinon tu pourras pas comprendre la suite de la vidéo, ça va être compliqué. Donc petit rappel rapide, lorsque deux ondes qui ont la même périodicité temporelle vont se superposer, ben, leurs amplitudes s'ajoutent. Tu vois, dans le premier cas ici, là, on a deux ondes qui sont en phase, elles passent par un maxima simultanément. Ben, quand on va faire l'onde bleue plus l'onde rouge, là, j'ai été tracé en noir ici, l'onde résultante, on a une amplitude qui est le double de l'amplitude de chacune des ondes. Tu vois, là, l'amplitude, elle était fixée à 5, et là, on a une amplitude qui est à 10 pour finalement la superposition de ces deux ondes après qu'elles aient interféré. Si jamais ces deux ondes arrivent en opposition de phase, tu vois, elles arrivent en opposition de phase lorsque l'une passe par son maxima, l'autre passe par son minima, quand tu fais la somme algébrique des deux, tu as une somme qui est systématiquement nulle. Ça, c'est ce qu'on appelle des interférences destructives. Et là, les deux ondes sont déphasées d'une phase qui est égale à pi, et tout ça, je le détaille dans la vidéo sur les interférences dont le lien est situé juste en dessous. Après, il y a d'autres cas, les cas intermédiaires, soit elles sont pile poil superposées et puis elles sont en phase, et dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle des interférences destructives. Dans le cas où elles sont en opposition de phase, c'est ce qu'on appelle des interférences destructives. Et puis, dans les autres cas, il n'y a pas vraiment d'appellation. Elles vont interférer, les amplitudes vont s'ajouter, mais ça sera ni nul, ni un maximum. Voilà, donc on va passer, avant de lire la suite, à une petite animation qui explique plutôt bien le fonctionnement du principe du CD, et on reviendra sur le diaporama pour détailler ça encore un tout petit peu plus. Donc voici la petite animation qui va nous permettre de commencer à comprendre le fonctionnement du stockage optique des données. Donc on a évidemment ici un disque en polycarbonate, et on va étudier le relief de ce disque-là qui va permettre finalement le stockage optique des données et la conversion en 0 et en 1, en données binaires finalement, que va analyser le lecteur et traduire ça après vers un signal analogique pour envoyer finalement un signal électrique dans les enceintes qui vont le convertir en signal acoustique. Alors, la constitution du CD, si on regarde, le CD, il est constitué d'un substrat de polycarbonate, donc c'est une matière plastique, une face réfléchissante ici, une couche protectrice anti-UV, et l'habillage du disque. L'habillage du disque, c'est là où tu vas avoir la photo du groupe, de ton groupe de musique préféré, ou la pochette de ton album qui est imprimée dessus. Alors, il faut savoir que ici, la lumière va venir par le dessous. Elle va traverser le substrat de polycarbonate. Elle va rencontrer finalement ces petits trous ici. Voilà, il y a des trous et des bosses, ce que je vais appeler des trous et des bosses dans la suite de la vidéo. Et va se réfléchir sur la surface réfléchissante qui est placée ici pour revenir en bas, où elle va évidemment être captée par une cellule optique. Voilà. Donc ça, c'est pour le principe de la fabrication du CD. Ensuite, ce CD, évidemment, là, on a tout le dispositif optique qui va se déplacer pour pouvoir lire la totalité des pistes. Alors, il faut savoir qu'à peu près la longueur de la piste totale, qui est en spirale, qui part du centre du disque vers l'extérieur du disque, c'est à peu près 5 km. Donc, ça représente quand même une distance relativement importante. Ensuite, ici, quand ton disque tourne, plus tu vas t'éloigner du centre de rotation, et plus ta vitesse va être importante. Donc le défilement des données va être important. Donc ça, c'est pas la solution qui va être adoptée dans le cas du lecteur CD. Il faut une vitesse de défilement qui soit constante des données, pour que le temps de l'analyse soit le même, parce que derrière, tu as de l'électronique, et puis il faut qu'elle ait le temps d'analyser le retour de la lumière et les variations d'intensité de cette lumière. Donc ici, il faut un asservissement entre finalement la vitesse de rotation du disque et la position du lecteur. Quand le lecteur est situé au centre, il faut une vitesse de rotation plus importante que lorsque le lecteur est situé sur la périphérie, pour garder une vitesse de défilement importante. C'est comme si tu étais sur un manège, voilà. Dans l'absolu, si tu es au centre du manège, tu tournes sur toi-même, tu n'as pas vraiment de vitesse par rapport au milieu extérieur, tu ne fais que tourner sur toi-même, et plus tu te retrouves sur le bord du manège, et plus ta vitesse, la valeur de ton vecteur vitesse est importante.
Donc ça, il faut en tenir compte. Bon, c'est l'électronique qui le fait, évidemment, lorsque tu vas lire ton CD. Après, autre information, souvent, généralement, quand tu mets un CD, ben, le CD, tu l'entends tourner relativement vite, parce que ben, le lecteur optique va chercher les informations des pistes. Parce qu'au tout début, ici, sur le tout début du CD, il y a ben, l'information du nombre de pistes, de la durée de chaque piste, et où trouver ben, chaque piste sur le lecteur. Parce que ben, quand tu veux, par exemple, ta chanson préférée qui est au milieu du disque, ben, le lecteur ici, il va pas balayer la totalité du disque hein, pour aller trouver l'information. Il va en fait, finalement, chercher l'information ici, va la stocker en mémoire dans ton lecteur CD, et il va dire, bah voilà, ta chanson, la numéro 5 que tu préfères, elle est située à cet endroit-là. Donc lui, là, il va se déplacer exactement de la bonne distance pour aller chercher l'information. Mais au tout départ, il y a quand même toutes les pistes, toute leur longueur et leur position qui sont stockées dans cette zone-là du CD. Alors maintenant, on va s'intéresser un petit peu au trajet de la lumière à l'intérieur. Hein. Donc là, il y a une diode laser qui va émettre une lumière rouge de 780 nanomètres. Cette lumière rouge va subir bon, elle est déjà concentrée avec un système optique de lentilles, elle va subir une réflexion sur la surface du disque, et là, il va y avoir le capteur. Et c'est finalement le flux lumineux qui va revenir vers le capteur qui va permettre de convertir ce stockage optique des données en données numériques, en 0 et en 1. Voilà. Alors, quand on regarde d'un tout petit peu plus proche comment ça fonctionne, tout à l'heure, je t'ai parlé des creux et des bosses. Okay, des creux et des bosses qui étaient dans le CD. Donc la lumière ici va traverser un prisme et elle va subir une réflexion à la surface du CD. Et à ces endroits-là, aux jonctions entre les creux et les bosses, il va y avoir une réflexion. Et là, quand on regarde le défilement, ici le défilement du CD, on s'aperçoit que à chaque fois qu'il y a la jonction entre un creux et une bosse, on a un 1 qui apparaît. Sinon, après, quand on est sur une face plane, on a des zéros. Ok. Donc c'est finalement quand il y a une variation de profondeur que ça va être interprété comme un 1 par notre lecteur CD. Donc ça, c'est la base de la lecture des données, et on va s'intéresser un tout petit peu plus à la physique finalement de ce faisceau lumineux ici qui part et qui subit cette réflexion, et comment est-ce que c'est traduit en 0 et en 1, et on va voir qu'il y a un lien très étroit avec la notion d'interférence. Donc en revenant sur le diaporama, là je t'affiche une image. Là, l'échelle qui est présente ici, c'est 2000 nanomètres. Donc là, on a une image de la surface du CD avec, finalement, tu vois bien les différents sillons, les différentes lignes de données qui vont être stockées, avec finalement ces impressions en creux et en bosse. Un autre petit schéma ici qui reprend de manière statique ce que l'on a vu tout à l'heure, c'est finalement que les 0 et les 1 correspondent à des zones de différence de niveau. Ici, quand le niveau reste constant, qu'on est sur un plat, on va dire, on va avoir l'information 0 qui va être codée. Par contre, quand il va y avoir une variation de hauteur, dans ce cas-là, ça va être un 1. Tu vois, là, tu es à l'intérieur du creux, c'est encore 0, et quand il y a une variation de hauteur, c'est le 1. Donc finalement, ce ne sont pas ces petites cellules, mais c'est la jonction entre chacune de ces cellules qui constitue le codage. Voilà, c'est quand il y a une variation de hauteur, c'est un 1. Alors comment est-ce que c'est détecté tout ça? Eh bien, il faut finalement repartir un petit peu sur cette notion d'interférence. Sur cette notion d'interférence, avec l'idée de se dire que le faisceau qui va arroser une certaine surface, tu vois ici, il y a une représentation de la largeur du faisceau. Alors c'est pareil, hein, la largeur du faisceau, il faut faire attention, il ne faut pas qu'il déborde sur la piste d'à côté. Ce faisceau va irradier la surface du disque, et il va subir une réflexion. Je te rappelle, il y a une couche réfléchissante. Donc la lumière, elle va être partiellement, si on est dans ce cas-là, elle va être partiellement réfléchie par le côté plateau, celui-ci, hein, là, celui qui est à cet endroit-là, et par le côté creux, celle qui est ici. Mais ces deux faisceaux lumineux n'auront pas parcouru la même distance, parce que il y a une différence de profondeur. Il va donc y avoir une différence de marche entre ces deux faisceaux. Et une différence de marche qui est telle que la hauteur ici d'un de ces creux correspond à lambda sur 4. Lambda sur 4, ok. Sauf que le faisceau, lui, il va faire un parcours aller-retour. Donc il y a une différence de marche de lambda sur 2. Et on a vu dans le cadre des interférences, dans les vidéos sur les interférences, que lorsqu'il y avait une différence de marche qui était un nombre entier de fois la demi-longueur d'onde, k fois lambda sur 2,
on avait des interférences destructives. C'est-à-dire que concrètement, quand on va superposer l'onde lumineuse x de t et y de t, il va y avoir une interférence destructive. Donc du coup, il va y avoir un flux lumineux qui va baisser lorsque le faisceau laser va passer sur la jonction entre une zone de creux et une zone de bosse. Et c'est cette diminution du flux lumineux qui va être interprétée comme un 1 en termes de données numériques. Là, pour culture, tu vois, je t'ai mis ici une représentation graphique du signal qui va être transmis par le capteur optique. Le capteur optique, lui, va avoir un flux lumineux qui va varier selon que les interférences sont constructives ou selon que les interférences sont destructives. Et quand les interférences sont destructives, tu as une baisse de la tension aux bandes de ce capteur-là, et ça va être évidemment capté comme une donnée 1. Voilà. Ça, c'est le principe de stockage optique des données. J'espère que tu as compris les grandes lignes, mais avant tout, il faut déjà avoir bien compris le phénomène d'interférence. Voilà, écoute, je te dis à très bientôt sur la chaîne.